Après cette critique du monument panthéonien, j'aurais peu de choses à dire du frontispice sculpté par David d'Angers, encore si c'était Ingres, un artiste indifférent aux idées qu'il eût fait. Mais David d'Angers était républicain et, comme son homonyme, partisan de Robespierre. Comment, à défaut d'une intelligence supérieure de l'art, n'a-t-il pas été averti par sa conscience de démocrate? Comment n'a-t-il pas vu que l'idée qu'on le chargeait de traduire jurait avec ses principes et avec le monument? Comment n'a-t-il pas senti que tout étant faux dans la pensée qui avait dicté le décret du 4 avril 1791, lui-même ne pouvait produire à son tour qu'une œuvre fausse? Qu'est-ce que cette patrie allégorique distribuant avec reconnaissance des couronnes aux plus braves de ses enfants? Et quoi? Nous avons renversé la féodalité, la superstition, le droit divin, tout cela pour retomber aussitôt dans l'idolâtrie grecque et la sémiographie égyptienne, et vous appelez cela du progrès? Cette douzaine de personnages accompagnés de petits enfants nus, voilà l'élite de la France. N.D.I. Israël. Voltaire, celui-là, n'est pas trop déchu depuis 85 ans que les Parisiens le proclamèrent en plein théâtre, grand homme et immortel, et j'avoue qu'il me plaît fort, mais il faut dire aussi que sous une foule de rapports, il commence à nous sembler drôle, et que si nous avions soin de le mesurer à la mesure du XVIIIe siècle, qui est le pied du roi, il nous paraîtrait de taille assez médiocre. Rousseau, je le répudie, cette tête fêlée n'est pas française, et nous nous fussions fort bien passés de ses leçons. C'est justement à lui que commence et notre romantisme et notre absurde démocratie. À chaque patrie ses grands hommes, s'il vous plaît, à chaque commune ses pauvres. Il y a de l'impertinence, citoyen David, quand vous ne trouvez pas 12 figures françaises connues à mettre dans notre sublime panthéon, à y fourrer un étranger dont notre légèreté a fait les 3/4 de la réputation. Pourquoi une fois en train de faire des exceptions en faveur des étrangers qui, par leurs écrits, ont illustré notre langue, n'avez-vous pas placé à côté de Jean-Jacques Rousseau le comte Joseph de Maistre? Fénelon, allons donc, ce quiétiste, ce féodaliste, cet ami des jésuites, que Saint-Simon et autres représentent comme un intrigant de cour, l'image de Fénelon appelée celle de Bossuet. Pourquoi cet oubli de l'évêque de Meaux, 10 fois plus grand que l'archevêque de Cambrai? Il est inutile que je continue, le décret qui institua le Panthéon fut une des 1000 folies de la Révolution. Le frontispice est une œuvre de parti, sans originalité, sans vérité, sans grandeur, qu'il faudra détacher du temple aussi bien que l'inscription, le jour où la France recouvrera avec la liberté son bon sens. Quant au Panthéon lui-même, rendu au culte catholique à la rentrée des Bourbons, puis restitué aux grands hommes après la Révolution de Juillet, puis de nouveau redevenu une église chrétienne après le coup d'État, et qui ne fait aujourd'hui aucun service, ni sacré ni profane, puisqu'il ne sert pas de paroisse, je n'y tiens en rien, quoi qu'en fasse, si l'on veut, un magasin à fourrage. Qu'on en fasse, si l'on veut, un magasin à fourrage. Ce que je viens de dire à propos de David d'Angers et du Panthéon prouve une chose, savoir que lorsqu'il s'agit d'un monument public, institutionnel, commémoratif, l'art doit conserver avant tout le caractère de l'époque, être national, actuel, concret, exprimer les idées du temps et parler la langue du pays. Est-ce que l'inscription de la colonne de Juillet ne vaut pas mieux dans sa simplicité officielle que toutes les inscriptions emphatiques fabriquées en beau latin en l'honneur de Louis XIV? À la mémoire des citoyens qui s'armèrent et combattirent pour la défense des libertés publiques dans les mémorables journées des 27, 28 et 29 juillet 1830, ce style tumulaire atteint selon moi la perfection du genre. Là, point de déclamation, point d'injure à la dynastie déchue. La révolution de juillet avec ses conséquences est laissée au jugement de la postérité. Une seule chose est attestée, et cette chose est vraie, et parce qu'elle est vraie, elle nous émeut, c'est que le 27 juillet 1830, les libertés publiques étaient en péril, et que les citoyens s'armèrent et combattirent pour elles. Je ne sais quelle influence inspira cette rédaction. Quels qu'en soient les auteurs, ils ont réussi au-delà peut-être de leur espérance. Quant au génie qui surmonte la colonne, symbole de liberté et d'immortalité essentiellement impersonnel, on peut l'accepter. Il est de tous les partis comme de toutes les religions. Il plane sur les vivants et sur les morts, sur les vainqueurs comme sur les vaincus. Je n'imagine pas
ce que l'on aurait pu mettre à la place. A-t-on suivi ces principes dans l'exécution de l'Arc de Triomphe de l'Étoile? Non. Et c'est ce qui fait de ce monument, au moins pour les groupes principaux de la partie inférieure, une espèce d'énigme. Je rends volontiers justice aux qualités qui distinguent la composition de Rude. Le tumulte est saisissant, l'élan formidable, mais quel a été le sentiment de l'artiste? Quel est celui qui a voulu faire naître dans l'âme du spectateur? Impossible de le dire. Je n'ai jamais pu digérer cette furie dont la face hideuse a été calquée sur un masque de tragédie antique et qui pousse la nation, dirais-je, à la victoire ou à la défaite. Quel engueulement! Quelle impatience du massacre! Est-ce la liberté, la patrie, un génie ami? Pourquoi une figure si horrible? Est-ce la guerre appelant les citoyens aux armes et chantant la Marseillaise? Mais la guerre en des temps pareils et dans la pensée de l'artiste est chose juste. Bellone est la même que Pallas. Ce n'est point un monstre sorti des enfers pour l'extermination du genre humain. C'est la justice armée qui d'une main porte le glaive et de l'autre tient l'olivier. Rude a cédé à l'excitation d'une énergie outrée en exagérant l'héroïsme. Il est tombé dans la charge et ce qui a rendu son œuvre équivoque, c'est qu'après l'avoir conçue comme une allégorie classique, il l'a exécutée en style romantique. Il tenait à cette grande bouche de la Bellone, puisqu'il l'a reproduite dans la statue du maréchal Ney qui se voit au Luxembourg. C'est ainsi que les artistes aiment à se répéter. Mais voyez le malheur, le cri de Ney est tout aussi équivoque, aussi déplaisant à voir que celui de Tisiphone de l'Arc de Triomphe. On se demande si c'est le nez de Waterloo conduisant en désespéré des escadrons de cuirassiers sur les carrés anglais, ou le nez de Lone Saunier cherchant à entraîner au cri de Vive le roi. Ces soldats immobiles contre le revenant de l'île d'Elbe, et quand on songe que la statue du malheureux Ney est élevée sur la place même où il fut fusillé après les 100 jours, on ne peut s'empêcher de se demander encore si les auteurs de ce monument ont entendu venger la mémoire du guerrier ou expier sa conduite. L'examen de l'Arc de Triomphe fournirait matière à plus d'une observation critique. Je voudrais savoir par exemple ce que signifie ce Napoléon en tunique, personnage moitié allégorique, moitié réel, vers lequel le démon de la guerre, dont nous parlions tout à l'heure, pousse au chant de la Marseillaise, la révolution, pendant que derrière lui, de l'autre côté du monument, se cache la désolation, le désespoir des mères, le meurtre des enfants et des vieillards. Je sens parfaitement ce qu'il y a d'injurieux pour la gloire impériale dans ces rapprochements. Mais à qui la faute, si ce n'est à la pensée qui a conçu le monument et qui en a réglé la distribution? Tout monument, expression d'une idée, doit avoir son unité. Cette unité, j'ai d'autant plus le droit de la chercher dans les 4 grands bas-reliefs de l'Arc de l'Étoile, que tous 4 sont plus ou moins allégoriques. Or, qu'arrive-t-il de toutes ces allégories? C'est que pour éviter de calomnier l'empereur, je suis obligé de me dire que le ministre a laissé les artistes, auxquels ont été confiés les bas-reliefs, maîtres de choisir chacun son sujet et de l'exécuter comme il entendrait. Qu'ils ne sont pas concertés, qu'il y a ici disparate en un mot que cette grande œuvre de l'art français moderne n'a pas d'unité. Léopold Robert. Changeons de genre. Ce qui m'a d'abord saisi dans le Léonidas de David, dans le serment du jeu de paume, dans le premier consul gravissant les Alpes, c'est l'idéal. L'irrationalité de l'œuvre ne m'est apparue qu'après coup à la réflexion. Cette impression idéaliste est généralement la première qui se fasse sentir dans les tableaux des grands maîtres. Cette priorité est due au prestige exercé par la puissance même de l'art. Au contraire, ce qui m'a d'abord frappé dans le frontispice du Panthéon et dans le groupe de Rude de l'Arc de l'Étoile, c'est l'irrationalité. Mais de quelque manière que la chose arrive, que l'irrationalité d'une œuvre d'art se révèle à mon esprit dès le premier moment, ou après une longue réflexion, l'effet sera toujours le même. Dès lors qu'en moi la raison n'est pas satisfaite, ou ce qui revient au même, dès qu'elle a cessé de l'être. Le goût qui d'abord s'était laissé prévenir se met de la partie et fait volte-face. L'idéal tombe, et je deviens complètement insensible à ce qui d'abord avait entraîné mon imagination et mon cœur. À ce compte, dira-t-on, je ne dois trouver rien de beau dans les arts, puisque revue faite de l'évolution artistique depuis le commencement de la civilisation jusqu'à nous, on n'y trouve rien, pas même l'Iliade, qui soit d'une entière rationalité. Mais c'est à quoi j'ai répondu que l'art, bien qu'incomplet dans sa vérité et son idée,
bien que n'ayant qu'imparfaitement conscience de sa haute mission, n'en demeure pas moins rationnel et véridique dès qu'il répond à la pensée générale, dès que par sa franchise et sa spontanéité, il exprime fidèlement le sentiment des masses. Voilà comment, en présence des œuvres du Moyen-Âge, de celles des Grecs, des vieux Égyptiens, de la Renaissance elle-même, m'identifiant par la pensée aux mœurs de chaque époque, je me laisse aller sans scrupule à mon admiration devant ces monuments de société qui ne sont plus et dont il m'est impossible de suspecter la bonne foi. Voilà, dis-je, comment je puis admirer une descente de croix de Rubens à l'égal de la ronde de nuit de Rembrandt. Rubens, en dépit de toutes les mythologies et allégories qu'il a laissé échapper de son pinceau et que je laisse à mon tour pour ce qu'elles valent, Rubens, dès qu'il redevient catholique et peintre d'église, est aussi vrai dans la Belgique dévote que Rembrandt l'est lui-même dans la protestante et républicaine d'Amsterdam. Mais aujourd'hui, où est parmi nous l'artiste véridique? Y a-t-il ombre de vérité au point de vue de nos mœurs, de nos croyances, de nos traditions révolutionnaires, de nos aspirations esthétiques, dans tout cet art classique, romantique, fantaisiste, païen, Renaissance ou Moyen-Âge? N'est-ce pas au contraire le comble de l'irrationalité? J'admets que dans la peinture de David, il y a du moins ceci de vrai, que les Grecs et les Latins que nous lisons au collège ont contribué à notre révolution. J'admets, par la même raison, que dans les tableaux de Delacroix, d'Henri Scheffer et autres, il existe cette portioncule de vérité que pendant un temps, notre littérature s'est saturée d'imitations shakespeariennes, de réminiscences orientales et du Moyen-Âge, mais qui ne voit que cette espèce de vérité est un mensonge de plus, que cette rationalité est une réduction à l'absurde, puisqu'elle nous accuse nous-mêmes dans ce que nous avons de plus intime, nos institutions, notre littérature et notre langue. Je demande avec instance que l'arbre devienne chez nous, comme il fut jadis un arbré. Faute de quoi, il n'est pas même digne de figurer à titre archéologique ou de transition dans nos musées. Il n'appartient pas à l'histoire. Je n'ai pas vu, que je me souvienne, le tableau de Léopold Robert, Les Moissonneurs, mais je l'ai souvent admiré dans les gravures, qu'on en a publié, non mon imagination suppléant par ses propres inventions à ce qui m'échappait de l'original. Eh bien, me dira-t-on, voilà de la vérité, de la réalité avec une suffisante dose d'idéal. C'est humain, populaire, c'est nature, et c'est en même temps beau et moral, tout ce que vous pouvez souhaiter en matière d'art. N'allons pas si vite, amis lecteurs, un tableau sans reproche, comme un sonnet sans défaut, est chose rare et difficile. Celui de Léopold Robert m'a longtemps fait grand plaisir, et je ne veux rien retirer des éloges qu'il a mérités. À force d'y penser, on attache sa pensée qu'aux choses que l'on aime et que l'on admire. J'ai fini par trouver à l'œuvre du peintre neufchâtelois plus d'une chose à reprendre. Faisons-nous d'abord une règle. Un portrait, je prends la chose d'un peu haut, doit avoir, s'il est possible, l'exactitude d'une photographie. Il doit, de plus que la photographie, exprimer la vie, la pensée intime, habituelle du sujet. Tandis que la lumière, non pensante, instantanée dans son action, ne peut donner qu'une image brusquement arrêtée du modèle. L'artiste plus habile que la lumière, parce qu'il réfléchit et qu'il sent, fera passer dans sa figure un sentiment prolongé. Il en exprimera l'habitude, la vie. L'image photographiée est une cristallisation faite entre deux battements du pouls. Le portrait fait par l'artiste en une suite de séances et sur une longue observation vous livre des semaines, des mois, des années d'une même existence. Aussi l'homme est-il beaucoup mieux connu par la peinture que par la photographie. Mais quelque latitude qui soit laissée au peintre, il lui interdit de flatter ou de calomnier son modèle. Le portrait pourra être plus ou moins expressif, partant plus ou moins idéal. Il ne doit jamais cesser d'être vrai. Un semblable mensonge est une trahison envers l'art. Ce que je viens de dire du portrait, je le dis, à plus forte raison, de tout tableau représentant une scène d'actualité. J'entends qu'elle doit être éminemment vraie, jamais flattée, qu'elle reproduise les nations et les classes de la société selon leur type, leurs mœurs, leurs passions et leurs idées. Peu importe au surplus que les différentes figures qui forment le groupe soient ou ne soient pas des portraits. Nous avons dit que le peintre a le droit de varier à l'infini, du beau au laid ces figures comme le fait elle-même la nature. Tout ce qu'on lui demande, c'est qu'elles restent dans leur vérité naturelle et qu'elles expriment quelque chose. La force et la vivacité de l'expression, le sentiment qui en résulte, tel est ici
idéal? Or, voilà justement ce qui me met en doute à l'égard des moissonneurs. Certes, ces paysans qui ramènent leur récolte et qui de temps en temps s'arrêtent pour se livrer à la danse sont de très beaux garçons. Celui qui conduit le chariot et qui retient les buffles est admirablement campé et d'une fière figure. Un empereur n'aurait pas meilleure mine sur son char de triomphe. Mais ces braves gens ne sont-ils pas un peu flattés? Suis-je sûr d'avoir devant moi de vrais paysans italiens en corps et en âme, et non pas des modèles d'atelier en costume de moissonneur avec un sentiment d'idéal de la façon de l'artiste? Car voici ce qui m'inquiète. Comme je n'ai pas voyagé en Italie, je ne puis affirmer que les paysans ultramontains ne sont pas mieux bâtis, plus élégants et plus braves que ceux de ce côté des Alpes, ultramontains. Je suis donc forcé de m'en tenir au témoignage de l'artiste. Mais alors, un doute me saisit, doute pénible qui, plus je le voudrais chasser, plus il s'obstine et me mord. Je me demande comment des gaillards si vigoureux, si romantiques, si crânes sont incapables de joindre à l'occasion au travail artistique le métier de soldat et de faire l'exercice du fusil aussi bien que de danser au son de la cornemuse. Comment, pour s'affranchir de la domination étrangère, ils ont besoin de la protection étrangère? C'est la campagne de Lombardie, je ne le dissimule pas, qui m'a suggéré ces réflexions. Plus sérieuses que bien des artistes ne le croiront peut-être de prime abord. Il est clair en effet que si la masse des peuples, à l'exception des Piémontais et peut-être des Lombards, est tellement antipathique au métier des armes, que depuis des siècles ils ont constamment appartenu à des maîtres étrangers, cela tient à une disposition de nature ou d'institution qui doit se trahir quelque part dans la physionomie et qu'il appartenait aux peintres, qu'il était essentiellement de son devoir d'exprimer à peine de flatterie et de mensonge, c'est-à-dire de nullité. J'aime la campagne et les travaux rustiques, le spectacle de la nature et des mœurs agricoles m'émeut, et je ne suis hostile à aucune nationalité, mais je ne veux pas qu'on m'en impose, et j'aime à connaître ceux que l'on me présente. Léopold Robert n'a pensé à rien de tout cela, il nous a donné une jolie bucolique, toujours de la fantaisie, mais rien ne nous instruise, nous qui avons tant besoin d'instruction, rien qui nous révèle à fond le tempérament de nos amis les Italiens. Croit-on que si nous les eussions mieux connus avant 1859, nous fussions acharnés de les débarrasser des Autrichiens? Et valait-il la peine? Ne courait-il pas le risque de s'en trouver beaucoup plus mal? L'italien est beau, plus beau que le français, grand, fort, intelligent, artiste. L'étranger lieu odieux, la centralisation insupportable. Comment donc se fait-il que les Italiens ne sachent ni maintenir l'ordre de la liberté chez eux, ni former leur fédération, ni s'assurer un rang honorable en Europe, qu'il leur faille toujours tantôt un empereur germanique qui les délivre du pape ou du roi de France, tantôt un roi ou un empereur des Français, allié du pape, qui les délivre du Germain? Un tel phénomène demande explication. Le philosophe, historien, psychologue ou moraliste saura, avec plus ou moins de succès, pénétrer ce mystère de l'âme italienne. Je dis que cette étude est aussi du ressort du peintre. Je voudrais les observer de près, ces paysans d'Italie qui se font volontiers brigands, insurgés ou contrebandiers, chez eux c'est tout un, mais qui ne supportent pas le service militaire et que Léopold Robert a fait si beau qu'on les prendrait pour les dieux des campagnes travestis. Après ce que je viens de dire, il est inutile que j'insiste sur certains détails qui font ressortir encore plus l'irrationalité du tableau. Quelle est cette grande femme roide et guindée, portant un marmot dans une gaine, et qui trône sans le moindre sourire au haut du char comme une Notre-Dame des Ermites sur son autel? On ne peut faire un pas en Italie sans être poursuivi par l'image de la Madone, à moins que nous nous prenions celle-ci pour une Isis ou une Cérès, qui revient au même. Tandis que les hommes dansent au son de la cornemuse, la femme en question semble pleurer misère sur les quelques maigres gerbes jetées de ça et de là, sur le tombereau, à seule fin d'avertir les passants que la moisson est faite. Léopold Robert n'avait pas pu manquer cependant d'observer en France ou même en Suisse les montagnes de gerbes que nos paysans rentrent chez eux au temps de la récolte et dont la dernière arrive couronnée de verdure et de fleurs, aux cris de joie des enfants et des femmes, à grand-peine hissée au sommet, image bien autrement vive de la richesse champêtre qui remplit d'une joie concentrée le cœur du fermier. Léopold Robert a reculé devant cette abondance plantureuse, à côté de laquelle il n'eût su apparemment comment disposer ses personnages, et il a dépensé son talent en une conception fausse et une fantaisie inutile. Il existe de Millet un tableau des moissonneurs supérieur, m'a-t-on assuré, à celui de Robert,
Et tout à fait dans sa vérité rustique. Je n'ai pu voir ce bel ouvrage non plus que le jardinier greffeur du même et n'en pu par conséquent rien dire. On les cite comme appartenant à la nouvelle école, mal à propos appelée réaliste, dont je parlerai plus bas.